Bonjour, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la sélection ULB du concours Mathèse en 180 secondes. Ce concours se déroule dans la prolongation du Printemps des Sciences, un événement de culture scientifique organisé depuis près de 25 ans par les universités et hautes écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et cet événement a eu lieu il y a deux semaines ici même. Je vous présente Nicolas Esser, doctorant en physique et finaliste ULB du concours de l'année passée. Et je vous présente Lisa Ardouin, glaciologue et également finaliste de l'édition 2024 de Mathèse en 180 secondes. Nous avons le plaisir de revenir ici pour co-présenter cette édition 2025. Ce soir, un défi de taille attend nos 9 candidates et candidats. Résumer des années de recherche doctorale en 3 minutes top chrono, à l'aide d'une seule diapositive, et ce, dans des termes simples et compréhensibles pour tous. Si l'exercice est difficile, il leur permet d'aller à la rencontre du grand public pour partager les résultats de leurs recherches. C'est aussi l'occasion pour ces jeunes chercheuses et chercheurs de parfaire leurs compétences en communication. Pour nous, public, c'est l'opportunité de découvrir les dernières avancées scientifiques tout en passant un agréable moment. Donc on va rappeler un peu les règles de ce soir. Donc Mathèse en 180 secondes, c'est un concours international francophone auquel l'ULB participe depuis 2014. Et nous sommes ici à la première étape du parcours, la sélection locale. À l'issue de cette soirée, nous connaîtrons les 3 lauréats qui seront envoyés à la finale nationale organisée cette année par l'Université de Mons, le 21 mai, au Palais des Congrès. Vous êtes tous les bienvenus. Les règles sont les suivantes. Présentation uniquement à l'oral et en français, à l'aide d'une seule diapositive, non animée, sans aucun accessoire, et surtout 180 secondes. Donc un chronomètre effectue le décompte en partant de 180 secondes jusqu'à 0, moment où un gong retentira pour marquer la fin du temps imparti. Attention, le chronomètre ne peut jamais être remis à 0, sauf en cas d'incident technique majeur. Pour ce soir, nous avons 2 jurys qui vont sélectionner 3 lauréats. Vous d'abord, qui êtes dans la salle, et ensuite un jury composé de professionnels. Donc premièrement, vous, le public, vous avez effectivement l'occasion de voter pour 2 candidats. Obligatoirement 2, ni plus ni moins, pour éviter l'effet je vote pour mon ami, mon fils, mon amoureuse, mon amoureux, mon chien, mon chat, etc. etc. De façon donc totalement subjective. On va l'éviter. Vous avez tous reçu un flyer à l'entrée qui vous permet de suivre les prestations de 9 candidats, éventuellement de prendre des notes, dans tous les cas d'être prêt à voter à l'issue du concours. Le prix du public n'est pas seulement symbolique, et c'est une nouveauté de cette année, il envoie automatiquement le lauréat à la finale nationale. Deuxièmement, il y a un jury professionnel qui, de son côté, procédera au classement d'un podium de 3 lauréats. Si le ou la doctorante qui a reçu le prix du public est également dans cette sélection du jury, les 3 lauréats du jury participent à la finale nationale. Dans le cas contraire, si le ou la doctorante qui a reçu le prix du public ne compte pas parmi les 3 choix du jury, seuls les 2 premiers lauréats du jury, avec le prix du public, se présenteront à Mons le 21 mai. Ce que vous êtes censé évaluer ce soir, c'est 4 critères. D'abord, le talent d'orateur, ensuite les capacités de vulgarisation, puis la structuration de l'exposé, et ensuite le jury a le droit à un coup de cœur, donc un point particulièrement exceptionnel laissé à la libre discrétion du membre du jury, et il peut notamment s'agir ici de souligner l'originalité d'une présentation. Les membres du jury d'aujourd'hui, que l'on remercie pour leur présence, sont donc Corentin Caudron, président du jury, qui est volcanologue, professeur en géophysique à l'ULB et impliqué dans de nombreuses activités de médiation des sciences. Il développe des ateliers scolaires, on lui doit notamment le Lab Discovery Tour, The Geoscience Trail. Il participe à des documentaires ou des émissions radio et télé. Il s'implique dans le programme Art Sciences de l'ULB, Recherche en perspective, et il est aussi le vice-président, bientôt président, d'Inforscience. Et Inforscience, c'est le département de diffusion et de médiation scientifique de la Faculté des sciences de l'ULB, qui est sur le pont ce soir pour organiser cette sélection. Donc merci à eux. Second membre du jury, il s'agit de Victoria Libert, qui est chargée de communication au pôle recherche du service communication de l'ULB. Elle contribue plus spécifiquement à valoriser la recherche à l'ULB et met en place des outils de vulgarisation scientifique destinés aux 18-30 ans, notamment à travers l'Instagram Better Call Science et le webzine étudiant Prism. Nous avons aussi Marie Charette, qui est journaliste sur BX1.
Elle anime des festivals et des émissions, des podcasts, des interviews qui explorent les thématiques de santé et de sciences. Elle travaille d'ailleurs actuellement au développement d'une émission télévisée en collaboration avec l'ULB et InfoSciences. Et cette émission s'appelle Tête chercheuse, avec laquelle le travail de nos scientifiques sera mis en lumière. Seconde Marie du jury, Marie Firenze, qui est chercheuse qualifiée à l'ULB. Ses travaux portent sur le journalisme en Afrique subsaharienne francophone. Depuis 2019, elle réalise des documentaires sonores de recherche, primés à plusieurs reprises. En parallèle de tous ces travaux, elle explore les multiples possibilités qu'offre le croisement entre le son et la recherche. Et enfin, nous avons Pascale Vertonghen, qui enseigne la biochimie générale et qui est chercheuse dans le laboratoire de biochimie osseuse et métabolique de la faculté de médecine. Elle est également conseillère auprès de la vice-rectrice à l'enseignement, Valérie Piette, et Pascale a participé à plusieurs reprises au jury de Sciences Expo, cet événement qui rassemble chaque année des centaines de jeunes présentant leurs projets scientifiques. Voilà, donc merci à toutes et tous les membres du jury. Merci également aux 9 candidats de ce soir qui relèvent ce défi scientifique et communicationnel. Ils ont été coachés pour cela durant les 2 derniers mois, mais il n'en reste pas moins que c'est une véritable performance qu'ils s'apprêtent à nous offrir et que pour cela, on peut déjà les applaudir. Donc nous ferons une très courte pause après les 4 premières présentations afin de vous laisser à tous l'occasion de remettre un peu d'ordre dans vos notes. C'est donc parti avec la première candidate que je vais accueillir tout de suite. Donc, on accueille Inès Mintec, qui est doctorante en sciences psychologiques au sein de la faculté de psychologie, des sciences de l'éducation et de logopédie. Elle est financée par un projet ERC et le titre de sa thèse est « Exploration expérimentale du rôle de la valence dans la structure de l'espace phénoménal ». Le titre vulgarisé est « Le problème difficile de la conscience ». Bonsoir Inès. Bonsoir. Est-ce que c'est bien ta slide ? C'est bien ma slide. Et est-ce que tu es prête ? Oui. Et dans ce cas, c'est quand tu veux. Une petite fin ? Vous croquez dans une pomme. Vous sentez le jus sucré emplir votre bouche. Ça vous rappelle la tarte aux pommes que vous faisait votre grand-mère quand vous étiez enfant. Elle était si bonne. Et puis, tout d'un coup, une vague de nostalgie vous envahit. Tout ça, les sensations, pensées, émotions dont vous prenez conscience, c'est ce qu'on appelle des expériences conscientes. Les chercheurs et chercheuses en sciences cognitives commencent petit à petit à comprendre comment fonctionnent ces expériences conscientes. On sait par exemple qu'une image présentée pour une trop courte durée sur un écran ne peut pas être perçue consciemment. On ne peut pas en faire l'expérience. Mais il y a une autre question qui va tenir les chercheurs et chercheuses en sciences cognitives, et donc moi, occupés pour un bon moment. Comme on a quelques petites difficultés à y répondre, bref, on galère, on l'a appelé le problème difficile de la conscience. Ça a le mérite d'être clair. Cette question, c'est pourquoi ? Pourquoi avons-nous conscience du goût de cette pomme quand nous la mangeons ? Est-ce que nos expériences conscientes sont des phénomènes collatéraux, comme la chaleur émise par une ampoule, ou ont-elles une fonction, comme la lumière de l'ampoule ? Cette question, c'est l'objet de ma thèse. Et mon hypothèse est que nos expériences conscientes ont une fonction. Elles nous motiveraient à agir. Elles seraient valencées, c'est-à-dire soit négatives, soit positives. Et nos actions auraient pour but de nous faire vivre moins d'expériences négatives et plus d'expériences positives. Sans la sensation de faim ou le plaisir qu'elle nous procure, à quoi bon attraper cette pomme pour la manger ? Ma tâche est donc de montrer que toute expérience consciente est valencée. Alors, ça peut paraître évident pour l'expérience de dégustation de la délicieuse tarte aux pommes de votre grand-mère, qui est positive, ou celle moins appréciée de ces fameuses tripes de veau, qui est négative. Mais ça l'est peut-être un peu moins pour l'expérience de la vision d'un parapluie. Ma stratégie est donc de faire venir des participants et participantes dans mon laboratoire et de regarder si des expériences a priori neutres peuvent susciter chez eux les mêmes réactions que des expériences très positives ou très négatives. Concrètement, je leur montre des images d'objets du quotidien et regarde si de petites préférences émergent et si celles-ci se reflètent dans leur activité cérébrale. La tâche n'est pas aisée, car vous imaginez bien que les réactions suscitées par un parapluie sont plus subtiles que celles face à une délicieuse tarte qui sort du four. Mais si j'y arrive, cela suggérerait que ces expériences qu'on pourrait considérer comme a priori neutres ont en réalité des microvalences.
Et ces microvalences pourraient bien nous guider dans nos choix du quotidien, comme par exemple le choix entre plusieurs parapluies, bien pratiques, vous en conviendrez, quand on habite en Belgique. Merci. Et on remercie Inès pour cette présentation sans pépin. Nous accueillons tout de suite Joran Douar, qui est doctorant en sciences, économie et de gestion à la Solvay Brussels School of Economics and Management. Il est assistant et le titre de sa thèse est Circular Strategy Investment in Large Firms, an Analysis of Resilience During Market Shocks. Et le titre vulgarisé est La croissance et les croissants, peut-on tout déballer? Joran, est-ce que c'est bien ta slide? C'est ma slide. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est quand tu veux. Aujourd'hui, quand vous achetez un croissant, il y a fort à parier qu'il soit emballé dans un sachet. Et il y a aussi beaucoup de chances pour que vous mangiez le croissant et que vous jetiez le sachet. Vous faites rarement l'inverse. Pourtant, ce sachet a de la valeur. Il a été vendu au boulanger qu'il a payé pour que vous puissiez l'utiliser. Et quelques secondes après l'avoir acheté, vous le jetez à la poubelle. C'est absurde, non? Ce modèle, c'est l'économie linéaire. On produit, on consomme, puis on jette. Et c'est pareil pour presque tout. Les vêtements, les voitures et même les maisons. Mais si on pouvait faire autrement? Si on pouvait vivre dans un modèle où les déchets n'existent plus? Et comprenez-moi bien, pas un modèle où on recycle simplement les déchets, non. Un modèle où tout est conçu pour être réutilisable, remplaçable, transformable. De cette manière, plus rien ne finirait jamais à la poubelle et on réduirait drastiquement notre empreinte sur l'environnement. Ce modèle, il existe, c'est l'économie circulaire. Bon, passer d'un modèle où les déchets font partie du quotidien à un modèle où ils n'existent plus, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Puis, vu l'ampleur de la transition, les investissements nécessaires sont gigantesques et très risqués. C'est tout le modèle qu'il faut repenser. Avec tout ça en tête, il y a une question qui nous brûle les lèvres. Financièrement, est-ce intéressant d'investir dans la circularité? C'est précisément ce que j'étudie dans ma thèse. J'analyse la croissance économique des entreprises qui sont engagées dans la circularité, plus précisément pendant des périodes de crise telles que le Covid-19. Pour cela, j'étudie des grandes multinationales basées dans 19 pays du monde qui génèrent au moins 500 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Elles ont répondu à une grande enquête au sujet de leur niveau d'implémentation de stratégies circulaires. En analysant leurs réponses, je créais un score de circularité. Plus une entreprise investit dans ce genre de pratique, plus son score est élevé. C'est un peu comme un Nutri-Score, sauf que c'est pour des entreprises et ça mesure la circularité. Un Circus Score, si vous préférez. Par exemple, une boulangerie industrielle qui investit dans du matériel réparable et économe en énergie aura un bon score, Circus Score A. A l'inverse, une boulangerie qui remplace son four fonctionnel tous les 3 ans pour en acheter un plus joli en solde, celle-là aura un score faible, Circus Score E. En parallèle du Circus Score, j'ai accès aux données financières des entreprises. Donc en superposant ces informations, mon analyse révèle 2 choses intéressantes. La première, les entreprises avec un Circus Score A ont mieux résisté à la crise. Leur croissance a baissé pendant le Covid, certes, mais beaucoup moins que les autres. 2, les entreprises en sortie de Covid qui ont un Circus Score A ont récupéré plus vite leur croissance d'avant, alors que les autres ont gardé des séquelles plus longtemps. Autrement dit, ma recherche indique que pour les entreprises, investir dans la circularité, c'est une stratégie gagnante d'un point de vue économique. Alors, si vous cherchez une nouvelle boulangerie pour acheter vos croissants, prenez votre panier réutilisable et allez chez celle qui les vend sans emballage. C'est mieux pour la planète, les croissants seront sûrement meilleurs, et en plus, vous savez que cette boulangerie-là, elle sera là beaucoup plus longtemps que les autres. Merci Joran pour cette présentation qui en jette, hein, enfin pas d'emballage. On enchaîne avec notre candidate suivante. Il s'agit de Marie Bedels, doctorante en sciences juridiques dans la faculté de droit et de criminologie, financée par l'ULB. Le titre de sa thèse est, en anglais, Regulating Electricity Network Tariffs in the Context of the Energy Transition, an investigation of the relationship between infrastructure and law. En français et vulgarisé, une juriste au pays de la facture d'électricité. Alors bonsoir Marie. Bonsoir. Est-ce que c'est bien ta slide? Tout à fait. Et est-ce que tu es prête? Tout à fait aussi. Dans ce cas, c'est quand tu veux. Ah, la facture d'électricité.
la douloureuse. Nous la payons tous, mais savons-nous réellement pourquoi nous payons? Pour l'électricité consommée, c'est bien évident. Nous payons tous un prix au kilowattheure, probablement chacun indifférent, proposé par notre fournisseur. Ce prix, il est fixe au cours d'une journée, avec éventuellement un tarif distinct pour les consommations de jour et de nuit. Mais saviez-vous que la facture d'électricité sert également à couvrir les coûts d'entretien du réseau? Rien qu'en Belgique, on peut faire plus de 6 fois le tour de la Terre avec la quantité de câbles électriques. Entretenir ces câbles au quotidien, ça coûte de l'argent pour les gestionnaires de réseau, et tout ça est récupéré via les tarifs de réseau. Ces tarifs, ils sont établis par une autorité administrative, et contrairement au prix de l'électricité, ils sont les mêmes pour tout le monde. Les tarifs, ils sont réglementés. Il y a des procédures et des règles à respecter. On a donc besoin de juristes, comme moi, sur ces questions de tarifs, même plus de juristes. Dans ma thèse, j'étudie les interactions entre les besoins du réseau électrique et le droit des tarifs de réseau, et ce depuis le début de la régulation tarifaire. Ma recherche, elle commence à partir d'une directive européenne adoptée il y a 28 ans, 3 mois, 22 jours et 4h10. C'était le jour de ma naissance. Un signe, non? Et presque 30 ans plus tard, ce que je remarque, c'est que, alors que les tarifs sont longtemps restés tout à fait similaires au prix de l'électricité, des structures de plus en plus complexes commencent à être adoptées. L'objectif affiché, c'est de permettre la transition énergétique tout en tenant compte des limites du réseau électrique qui a été construit à une époque où on ne parlait pas de véhicules électriques ou de panneaux photovoltaïques. Le but, c'est de nous inciter, vous et moi, à consommer différemment notre électricité, avec un tarif plus bas quand on a de l'énergie renouvelable disponible, donc typiquement en milieu de journée quand il y a du soleil, et un tarif plus haut lorsque le réseau est fortement sollicité, c'est-à-dire en début de soirée. On est rentré du travail, le poulet est au four, les enfants au bain, et en plus maintenant, on a la voiture électrique qui charge. Ici, ce sont les besoins du réseau qui déterminent comment les tarifs doivent être structurés. Cependant, ce qui ressort aussi de ma recherche, c'est que cette influence des besoins du réseau, même aujourd'hui, elle est loin d'être absolue. Alors heureusement, parce que sinon on est parti pour mettre les enfants au bain à 3h du matin et le poulet au four à 15h. Mais plus fondamentalement, c'est parce qu'il existe des garde-fous juridiques. Par exemple, les tarifs ne peuvent pas être discriminatoires. Alors au milieu des ingénieurs et des économistes, mon rôle en tant que juriste, c'est aussi de rappeler que la transition énergétique, elle ne peut pas se faire à n'importe quel prix. Bon, moi je vais récupérer le poulet qui est toujours au four. Mais pensez à moi la prochaine fois que vous recevrez votre facture d'électricité. Et dites-vous qu'elle participe peut-être à la transition énergétique. Merci. Merci Marie de nous avoir mis au courant de ces problématiques. Nous accueillons maintenant Pierre-Alexandre Petitjean, qui est docteur en sciences de l'ingénieur et technologie à l'École polytechnique de Bruxelles. Il était assistant, puisqu'il a déjà fini sa thèse, dont le titre était « Développement et test du système de lecture électronique de Juno et étude des performances de Juno pour la discrimination des modèles de supernova à effondrement de cœur ». Le titre vulgarisé est « Supernova au neutrinoscope ». Pierre-Alexandre, est-ce que c'est bien ta slide? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est quand tu veux. Lorsque vous observez le ciel nocturne, vous avez sans doute, comme moi, un sentiment d'éternité. Les étoiles y brillent pendant des millions d'années. Pourtant, un jour, les étoiles, comme nous, meurent. Et pour les plus massives d'entre elles, cette fin est spectaculaire. Elles s'effondrent brutalement sur leur propre poids, provoquant une gigantesque explosion, appelée supernova à effondrement de cœur. Ces phénomènes libèrent une énorme quantité d'énergie et sont particulièrement rares. On estime qu'ils se produisent environ tous les 75 ans en moyenne dans notre galaxie. Mais que se passe-t-il dans les derniers instants d'une étoile? Malgré les avancées scientifiques, ces phénomènes restent mal connus. Habituellement, nous observons la lumière émise par ces supernovas grâce à nos télescopes. Mais la lumière est altérée durant son voyage au sein même de l'étoile. Pour mieux comprendre ces explosions, il serait bien d'avoir un messager qui soit peu ou pas altéré par son voyage dans l'étoile. Bonne nouvelle, il existe, ce sont les neutrinos. Ce sont des particules élémentaires neutres qui n'interagissent que très faiblement avec la matière. Contrairement à la lumière, ils nous permettent alors de découvrir les secrets au cœur même de l'étoile. De plus, ils jouent un rôle essentiel dans l'explosion.
Ils emmènent plus de 99% de l'énergie des supernovas à effondrement de cœur. Cependant, les modéliser avec précision dans l'étoile requiert des simulations particulièrement complexes et nécessitant des ressources informatiques importantes, ce qui oblige les physiciens à faire de nombreuses hypothèses, donnant une variété de modèles. Et c'est là que j'interviens. Mon objectif ? Mesurer les neutrinos sur Terre émis par les supernovas avec le détecteur Juno. Pourquoi ? Pour comparer les différents modèles entre eux. Pourquoi Juno est si intéressant ? Parce que cet énorme détecteur de 35 mètres de diamètre, instrumenté par plus de 40 000 capteurs ultrasensibles, permet une détection des neutrinos avec une précision inégalée. Et ma thèse a montré qu'avec seulement 300 neutrinos détectés, nous pouvons discriminer entre les différents modèles avec le détecteur Juno. Dès 2025, Juno va commencer à capturer des neutrinos, et peut-être parmi ceux-ci, ceux émis par les supernovas. Dans ma thèse, j'ai eu la chance de pouvoir participer à dévoiler une partie du voile de la fin des étoiles. Car comprendre ces phénomènes cosmiques, c'est aussi comprendre une partie de notre propre histoire cosmique. Merci. J'ai été un peu ambitieux, apparemment. On va attendre. Bah, il n'y a pas le choix. Et nous reprenons avec la 5e candidate, Marlène Lepoutre, qui est doctorante en sciences psychologiques à la faculté de psychologie des sciences de l'éducation et de logopédie. Le titre de sa thèse est « Mélancolisation du virtuel, de l'étayage virtuel à l'effondrement psychique du sujet ». Et le titre vulgarisé est « De Baudelaire à Instagram, la mélancolie à l'ère du numérique ». Marlène, est-ce que c'est bien ta slide ? Oui. Est-ce que tu es prête ? Oui. C'est quand tu veux. Ce matin, comme beaucoup d'entre nous, Léa se lève et puis elle va. Eh ben non, elle ne va pas aux toilettes. Elle prend son téléphone et elle scrolle. 5 minutes, 10 minutes. Et puis à 8 heures, elle envoie un message à son copain. 8h02, pas de nouvelles. 8h04, toujours pas de nouvelles. Ah, 8h06, c'est bon, le message est lu. 8h08, mais il m'a ghosté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le pire, c'est qu'il est en ligne. Il a même été liké la photo de Joran. Enfin, moi, personnellement, j'ai posté une photo hier. J'ai reçu que 2 likes. Alors que l'autre, là, en 10 minutes, elle en a 18. Elle a quoi de plus que moi? Ces pensées, ces comparaisons, ces angoisses, nous les avons déjà tous peut-être déjà ressenties. Parce que d'une certaine manière, nous sommes une partie de Léa. Imaginez, 221, c'est le nombre de fois où Léa va déverrouiller son téléphone par jour. Alors je vais vous épargner le calcul, ça fait une fois toutes les 5 minutes. Évidemment, derrière cet exemple se cachent des mécanismes beaucoup plus profonds. La comparaison sociale, qui nous confronte à une idéalisation de la vie des autres. L'isolement, le scrolling sans fin, qui nous submerge d'informations, mais surtout de négativité. La peur de louper une information ou un événement sur les réseaux sociaux. Et enfin, la dépendance à la validation sociale avec ce fameux like. Mais que va ressentir Léa? Une tristesse, un sentiment de vide, une lassitude. Et ces sentiments peuvent aller jusqu'à un manque généralisé, avec cette impression que tout est fade. Ça, c'est la mélancolie. Quel est mon objectif? Mon objectif est alors de saisir les 50 nuances de Léa, explorer les différentes facettes de cette immersion dans le virtuel qui engendre des symptômes mélancoliques. Et c'est ce processus que je nomme la mélancolisation du virtuel. Dans ma thèse, je rencontre des personnes âgées de 15 à 60 ans afin de saisir et d'analyser ce qui va déclencher cet engrenage. Et finalement, pourquoi chez d'autres, pourquoi cela échappe? En tant que psychologue clinicienne, je ne suis pas là pour dramatiser les réseaux sociaux, mais pour reconnecter Léa à la réalité, la faire sortir
de cette projection illusoire afin qu'elle puisse recréer du lien. Parce que le temps que nous allons passer sur les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas le temps que nous allons passer ensemble. Alors il serait peut-être temps de liker un peu moins pour vivre un peu plus. Et avec tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, vous, quel choix allez-vous faire? Merci. Eh bien, pour ma part, j'ai adoré cette présentation. On passe donc au doctorant suivant. Il s'appelle Guillaume Pech. Il est doctorant en sciences psychologiques auprès de la faculté de psychologie, des sciences de l'éducation et de logopédie. Il est aspirant FNRS et le titre de sa thèse est « Pouvons-nous prédire une intention d'agir ? Une investigation du potentiel de préparation comme marqueur neuronal des actions volontaires ». Le titre vulgarisé, beaucoup plus court, « Le pouvoir de vouloir ». Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Est-ce que c'est bien ta slide ? Oui. Et est-ce que tu es prêt ? Oui. Alors, c'est quand tu veux. Notre existence, elle a de la valeur, pas seulement parce que nous sommes, mais parce que nous faisons. Dans notre vie quotidienne, on va juger les actions des autres. On va essayer d'évaluer à quel point leur action était volontaire. Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement ? Cette question, elle se pose autant dans nos relations interindividuelles que pour l'éducation ou la justice. Cependant, au niveau scientifique, on a du mal à comprendre qu'est-ce que la volonté. Comment ça se mesure ? Où est-ce que ça se trouve ? Et ça, c'est la question de ma thèse. Alors, c'est pas moi qui commence à faire cette recherche. Heureusement, il y a eu des chercheurs et des chercheuses avant qui ont commencé. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'en stimulant une partie du cerveau qu'on appelle le cortex pariétal, on pouvait faire ressentir l'intention d'agir. C'est-à-dire qu'en envoyant des petites stimulations dans une aire du cerveau, on pouvait faire ressentir à des gens l'intention d'agir. Et ce n'est pas les seuls travaux qui existent. On a également trouvé un potentiel de préparation à l'action qui est spécifique à l'action volontaire. Cependant, la science, c'est brique par brique. Et en fait, ces études, elles ont commencé par des décisions arbitraires, comme le fait de simplement bouger son doigt. Maintenant, la question se pose, quand nous avons des actions qui ont plus de conséquences dans notre vie, nous faisons rarement des décisions aléatoires. Est-ce que ce potentiel de préparation à l'action est-il toujours présent ? Eh bien ça, c'est les premières études que j'ai menées. J'ai demandé à des volontaires qui venaient dans mon laboratoire de décider entre deux options pour savoir si ce potentiel de préparation était présent. Dans une situation, les décisions avaient une conséquence, c'est-à-dire qu'ils pouvaient augmenter leur rémunération s'ils donnaient la bonne réponse, et dans d'autres cas, cela n'avait pas de conséquence. En comparant ces deux types de décisions, j'ai pu trouver que le potentiel de préparation à l'action était bien présent dans ces deux contextes, et qu'en plus, il était augmenté dans le cas où il y avait des conséquences. Cela semble indiquer que les marqueurs qu'on a trouvés de la volonté sont persistants dans plusieurs contextes et qu'en plus, l'intuition que la motivation est liée à la volonté semble vraie. Un deuxième aspect de ma thèse, c'est de se poser la question, quand on agit, quand on a des comportements, est-ce que c'est seulement la volonté qui produit ces comportements ou est-ce qu'il y a des influences externes ? Pour ce faire, j'ai amené des volontaires dans le laboratoire et je leur ai fait porter différents uniformes pour voir comment cela allait influencer leur comportement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ils devaient décider d'envoyer un choc électrique en échange de 5 centimes ou ne pas envoyer de choc électrique et ne pas recevoir de rémunération supplémentaire. Ce que j'ai observé, c'est quand ils avaient une tenue de la Croix-Rouge, ils envoyaient moins de chocs électriques, ils étaient plus prosociaux. Dans un contexte où l'environnement change le comportement, a-t-on vraiment le pouvoir de vouloir ? Merci. Merci Guillaume pour cette présentation. Nous passons maintenant volontairement à la suivante. Nous accueillons Benoît Colette, qui est doctorant en sciences de l'ingénieur et technologie à l'École polytechnique de Bruxelles. Le titre de sa thèse est « Radiothérapie interne sélective par radioembolisation transartérielle aux microsphères chargées d'yttrium 90 ou d'holmium 166, développement de la dosimétrie personnalisée ». Et le titre vulgarisé est « Quand jouer aux billes peut sauver des vies ».
Benoît, est-ce que c'est bien ta slide? Oui. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est à toi. Saviez-vous que les médecins jouaient aux billes? Certes, il ne s'agit pas de n'importe quel médecin et pas de n'importe quelle bille non plus. On va parler aujourd'hui des médecins nucléaristes et des microsphères radioactives. Et on va s'intéresser à l'usage de ces microsphères dans le traitement du cancer du foie, malheureusement de plus en plus fréquent en Belgique. Les tumeurs sont très malines. Pour se développer, elles obligent le foie à fabriquer de nouveaux vaisseaux sanguins. Et c'est là qu'on envoie nos billes pour bloquer l'afflux du sang. Et la radioactivité fait le reste. En déposant une grande quantité d'énergie sur une courte distance, elle provoque la mort cellulaire de la tumeur. La première règle, c'est de jouer collectif. Des médecins spécialistes de plusieurs disciplines travaillent ensemble pour bien choisir comment soigner le patient et quand envoyer des billes dans le foie. Et là, avec des billes radioactives, il vaut mieux bien viser. Alors, les médecins font monter sur le terrain des physiciens médicaux comme moi. Je les aide à bien régler les caméras pour voir précisément les billes, à bien choisir où les envoyer, en quelle quantité et pour quel dépôt d'énergie. La deuxième règle, pour bien choisir, c'est de bien préparer le terrain. Les médecins font passer des tests au foie pour vérifier que tout fonctionne bien. Et les nucléaristes en particulier s'entraînent en envoyant, par exemple, une petite quantité de billes dans le foie pour voir la distribution. Mon travail, dans le cadre de cette thèse, m'a amené à régler nos caméras pour une toute nouvelle sorte de billes. Et comme chaque patient est différent, j'ai également personnalisé la tactique pour chacun d'entre eux, grâce aux tests et à l'entraînement. J'ai pu déterminer à l'avance si la tumeur sera bien ciblée lors du traitement et si le foie restera en suffisamment bonne forme après, car la récupération, c'est aussi très important. La discussion d'avant-match entre les médecins spécialistes et moi est donc décisive. Et après, on peut même refaire quelques images pour vérifier que tout s'est bien passé. C'est l'assistance vidéo du médecin nucléariste pour confirmer le résultat. Notre équipe a bien respecté les règles du jeu de billes radioactives. Nous avons gagné de nombreux matchs contre le cancer. Le taux de réponse au traitement s'est amélioré. Le nombre d'effets secondaires a diminué. On a pu démontrer l'efficacité et la sûreté de ce type de traitement grâce à cette approche personnalisée. On peut donc enfin passer à la troisième mi-temps. Mais attention, toujours avec modération bien sûr. Pensons à notre foie pour éviter de devoir jouer aux billes. Allez, santé! Eh bien, merci Benoît de ne pas nous avoir pris pour des billes. On a foi dans tes recherches. Alors, nous passons déjà à notre avant-dernière candidate. Elle s'appelle Julie Marin, doctorante en sciences biomédicales et pharmaceutiques dans la faculté de médecine. Elle est financée par le Télévis et le titre de sa thèse est « Metabolic Reprogramming in Triple Negative Breast Cancer Brain Metastasis Towards the Identification of Novel Therapeutic Targets ». En français et vulgarisé, le cerveau, nouvelle station balnéaire pour cellules cancéreuses. Bonsoir Julie. Bonsoir. Est-ce que c'est bien ta slide? C'est bien ma slide. Et est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, c'est quand tu veux. Le cancer. Son nom vient du latin crabe, car tout comme cet animal qui s'accroche avec ses pinces, le cancer s'agrippe au corps. Et lorsqu'il commence à gagner du terrain, il envoie des éclaireurs, des cellules cancéreuses, à travers les vaisseaux sanguins à la recherche d'un nouvel organe à envahir. C'est la phase métastatique. Prenons le cancer du sein, le cancer sur lequel je travaille au cours de ma thèse. Les cellules cancéreuses peuvent quitter le sein et partir envahir d'autres organes. Imaginons que ces cellules cancéreuses soient des touristes à la recherche d'une destination pour leurs prochaines vacances. Quelle station balnéaire vais-je choisir? Les poumons? Trop de vent. Le foie? Trop festif. Le cerveau? Pour notre crabe,
c'est le jackpot. Une fois arrivé à destination, il s'installe sans demander la permission, prend ses aises, chamboule l'équilibre du lieu et rend la vie impossible aux cellules locales. Pire encore, il transforme l'environnement pour mieux proliférer. Je suis sûre que vous avez tous cette image du touriste avec sa glacière et ses chaussettes claquettes. Mais évidemment, ce touriste ne reste pas seul très longtemps. Il se multiplie et transforme la station balnéaire en un lieu surpeuplé. Au départ, il y a de la place pour tout le monde. Mais très vite, les infrastructures sont débordées. Les hôtels s'agrandissent sans contrôle et des routes sont ouvertes pour fluidifier le trafic, mais uniquement pour ces touristes. Résultat, la population locale se retrouve asphyxiée, incapable de survivre dans cet environnement qui ne lui est plus adapté. Oui, mais moi dans tout ça, eh bien, je suis un peu comme une urbaniste chargée de remettre de l'ordre dans une ville envahie et de lutter contre le surtourisme des cellules cancéreuses. Dans mon laboratoire, je cultive ces cellules dans des boîtes et je les observe au microscope pour comprendre comment elles se développent, prolifèrent et survivent dans le cerveau. Mais surtout, je m'intéresse aux mécanismes internes qui permettent de se diviser. Mon objectif ? Identifier ces infrastructures clandestines afin de comprendre comment ces cellules cancéreuses les utilisent pour proliférer et les fermer. Ces infrastructures, ce sont des protéines que les cellules cancéreuses détournent pour leur propre survie. Si j'identifie ces points faibles, il sera possible de trouver de nouveaux traitements afin d'empêcher ces cellules cancéreuses de transformer le cerveau en une station balnéaire incontrôlée. Puisque stopper ces envahisseurs, c'est donner aux patientes une réelle chance de gagner la bataille. Et ça, c'est un vrai jackpot. Merci. Et on remercie Julie pour ce petit voyage à la plage. Et nous accueillons maintenant notre dernière candidate, Nadine Loutfi, qui est doctorante en sciences politiques et sociales à la faculté de philosophie et de sciences sociales. Le titre de sa thèse est Triangular Relations, China, the United States and Saudi Arabia. Et le titre vulgarisé est Géopolitique sur le dance floor, qui dicte le rythme. Nadine, est-ce que c'est bien ta slide ? Oui. Est-ce que tu es prête ? Est-ce que mon micro fonctionne ? Oui. Oui, on t'entend dans la salle. Ouais. Hop. C'est un peu grand. Pas de souci. Oui, je suis c'est bon prête. T'es à l'aise ? Ok. Eh ben, c'est quand tu veux. Imaginez une boîte de nuit bondée lorsque, tout à coup, la musique change brutalement. Les danseurs hésitent. Qui prend le lead ? Qui s'adapte ? Qui risque de changer de partenaire ? C'est exactement ce que j'ai dit. Pas en discothèque, mais sur la scène internationale. La Chine, les États-Unis et l'Arabie saoudite. 3 acteurs majeurs enfermés dans une danse géopolitique où chaque mouvement enchaîne une réaction en chaîne. Alors, pourquoi cette dynamique m'intéresse ? Parce qu'un seul faux pas peut redessiner l'équilibre du Moyen-Orient, voire du monde. Prenons un exemple. En 2022, Riyad signe un méga accord avec Pékin. Washington panique. Le président des États-Unis saute dans un avion pour l'Arabie saoudite. Et si cette scène était en huis clos, voici ce qu'on y entendrait. Nous, les Chinois, nous offrons à nos chers amis saoudiens un partenariat gagnant-gagnant, pétrole contre infrastructure, investissement et surtout zéro condition politique. Attends une seconde, Pékin. Nous, les Américains, nous protégeons l'Arabie saoudite depuis 80 ans. On vend des milliards de dollars d'armes. On sécurise tes exportations. Riyad, tu vas vraiment tout lâcher pour quelques trains chinois et des caméras Huawei ? Messieurs, c'est très touchant, mais moi, l'Arabie saoudite, je veux le meilleur deal. Alors, qui dit mieux ? C'est là que ma thèse entre en jeu. Je travaille sur ce que j'appelle la synchronisation géopolitique. Quand un acteur ajuste sa stratégie, les 2 autres doivent réagir. Un peu
comme quand une personne commence à applaudir et en une fraction de seconde, toute la salle suit. Mais attention, ce triangle n'est pas figé. Ce n'est pas juste un duel Chine-États-Unis. Parfois, l'Arabie saoudite change de partenaire. Un jour, elle danse avec les États-Unis sous la pluie des contrats d'armement. Le lendemain, elle flirte avec la Chine sur des projets de méga-infrastructures. Dans ma thèse, j'analyse ces interactions, leur enchaînement et comment un État influence la relation entre les deux autres. En tant que chercheuse, je veux comprendre ces dynamiques parce qu'aujourd'hui, elles façonnent le monde et demain, elles décideront des nouvelles alliances et peut-être des futures crises. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un accord entre Riyad, Pékin et Washington, posez-vous la question, qui dicte le rythme et surtout, qui vient de changer de partenaire? Parce qu'au fond, que l'on veuille ou non, si vous ne vous occupez pas de la politique, elle, s'occupera de vous. Merci. Eh bien voilà, même si on n'aura pas demandé de danser ce soir, je pense qu'on peut chaleureusement applaudir nos 9 candidates et candidats. Le jury va maintenant se retirer pour délibérer dans le but de classer les 3 premiers candidats, dont 2 ou 3, selon le classement de vous, public, participeront à la finale nationale du 21 mai prochain, qui aura lieu, je le rappelle, au Palais des Congrès de Mons. En attendant, on vous invite à aller boire un verre le temps que le jury délibère et on vous rappellera dans la salle pour la remise des prix une fois que ce sera décidé. À tout de suite. C'était super, je suis super contente, voilà, j'ai vraiment bien profité, donc c'est super. C'était une très bonne expérience et c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde de faire. Eh ben écoute, c'était une super expérience. Franchement, ça nous met... On a bien travaillé avec Sophie pour être à l'aise, donc génial, à refaire. C'était vraiment super chouette, j'ai pris beaucoup de plaisir sur scène et c'est une expérience très enrichissante. C'était vraiment une super chouette expérience, très satisfaisant d'avoir terminé et d'être fière de moi, et alors de super rencontres. C'était génial. C'était intense. Être confronté au chrono qui tourne comme ça, sans savoir si on va y arriver, mais quand même devoir continuer, c'est vraiment intense. C'est compliqué, mais c'est hyper cool, je trouve. C'était super, une très chouette expérience, que ce soit pendant les coachings, les entraînements et même sur scène. Donc je conseille vraiment tous et toutes les doctorants à y participer. Merci. C'était vraiment une très chouette expérience. On a appris plein de choses en communication, gérer le stress aussi. Et franchement, je pense qu'on en retient beaucoup de positifs. Et j'espère que ça aura pu inspirer un peu les jeunes à faire des sciences. Je crois que c'est le but du printemps des sciences. Alors honnêtement, j'ai eu tout le stress mais après coup. Sinon pendant c'était génial, c'est hyper cool, ça fait un contact avec plein de gens d'un coup, ça donne la visibilité à notre travail. Du coup je peux que recommander l'expérience. Oui, je suis très fière de mes doctorants parce qu'ils ont tous été super. Et franchement, réduire 5 ans de recherche en 3 minutes, en mettant tout le code de ma thèse, l'humour, la présence sur scène, le fond et la forme, voilà, ils ont été parfaits, comme toujours. Même dans sa recherche, elle l'a réutilisé. Aussi, elle utilisait sa slide. Oui, c'est vrai. Ouais. Top. Alors, comme vous le savez, cette année, il y a un prix du public qui est décerné. Donc, on va commencer par le prix du public qui est attribué à Julie Marin. Alors, on en vient maintenant au classement, notre classement en tant que jury. On va commencer par le premier ou la première candidate qui a été choisie. Et c'est à nouveau Julie Marin qui a été choisie. Numéro 2.
tout aussi impressionnant, Joran Douard. J'en viens maintenant au dernier prix, donc la 3e position, qui a été attribuée et qui est attribuée à Nadine Loufti. Alors, il y a une série de remerciements qui m'incombe de vous communiquer. Donc, bien évidemment, je voudrais réapplaudir une première fois tous les candidats et tous les candidates. J'imagine qu'il y a des déçus. Et donc encore, bravo à vous toutes d'avoir pu vulgariser en presque 3 minutes vos recherches et de manière très claire. Je remercie maintenant les membres du jury, bien entendu. Donc, il y a Victoria Libert qui est ici. On peut l'applaudir. Hein. On a ensuite Marie Charette, qui est juste là. Marie Ferenc. Et Pascal Vertongen. Alors, ah oui, et moi, oui, je m'applaudis moi-même. Merci. Alors ensuite, pour le coaching des candidats et des candidates, mais aussi bien pour la préparation du texte qu'à la prise de parole devant le grand public, il y a Marc Van Holsbeek et Sophie Dussard, que je ne voudrais remercier. Alors Lisa Ardouin et Nicolas Esser, qui ont animé avec brio et beaucoup de blagues cette finale locale, et également pour leur performance de l'année précédente, bien entendu. On les applaudit. Alors, sans la liste de noms que je vais maintenant vous énumérer, l'équipe organisatrice du concours, alors ça va être par ordre alphabétique, donc il n'y a pas de préférence là-dedans, en tout cas en ce qui me concerne, Antoine Delers, Aurélie Messina, Céline Raz, Geoffrey Banneton, en plus il vient de me demander de ne pas écorcher son nom, Julie de Sadeler, Peggy Maas et Tanguy Varas, qui ont été vraiment les chevilles ouvrières de ce concours. On remerciera aussi Jonathan Pau de Visolume pour la captation vidéo et le CAV pour l'audio. Et enfin, Souyana Kapoor, qui est photographe de l'événement, et bien sûr tous les jobistes qui ont animé tout cela. Voilà, bravo à vous. Je suis très contente, franchement, je suis ravie. Je n'avais pas forcément d'ambition quand je suis arrivée, mais là, c'est vrai que je suis ravie de pouvoir aller à Mons pour la prochaine étape. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir gagné. Je pense qu'il y avait... Moi, je suis un peu étonné parce que je trouve que les autres étaient super cool. En fait, on ne connaît pas à l'avance tout le monde, donc des fois c'est difficile parce qu'on ne connaît qu'une moitié des participants. Mais je trouve que tous les participants étaient super chauds, super chouettes. Moi, j'ai appris plein de choses, donc je suis très content d'être venu. Je suis aussi super content d'avoir gagné. Et je trouve que c'est un super concours. Je suis venu voir plusieurs fois le concours et je suis très content de cette année être qualifié pour aller à Mons.